Aujourd'hui, on va parler du livre d'Emmanuel Todd qui s'appelle Où en sommes-nous, donc un livre qui parle d'anthropologie et des systèmes familiaux. Et en fait, l'idée de Todd est vraiment intéressante puisqu'en fait, son idée, c'est que on est entièrement dépendant, enfin nos valeurs humaines, qu'on croit souvent universelles, sont simplement le fait de nos systèmes familiaux. C'est-à-dire que si vous avez vécu, par exemple, si vous avez grandi dans une culture, une famille dans laquelle il y a une forte valeur d'égalité entre les frères et sœurs, ou au moins entre les frères, par exemple, ça passe très concrètement par un héritage égal entre les frères à la mort des parents. Si vous avez vécu dans ce type de famille, il y a de très très fortes chances que vous ayez des valeurs très égalitaires. Et ça se traduit par des valeurs politiques et par des systèmes politiques. Par exemple, le système où le communisme a apparu et s'est maintenu, comme en URSS, eh bien ce sont des parties du monde où les systèmes familiaux se trouvent être très égalitaires. Ça, c'est un exemple de valeurs familiales qui se transmettent dans le monde général, dans le monde politique. Et beaucoup de nos valeurs qui sont très intimes, qui nous semblent être universelles, qui nous semblent être des choses tout à fait rationnelles, en fait, sont simplement le fait de notre système familial. Et on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça passe même pas forcément par l'éducation, et que ça passe même pas forcément en fait par notre famille, mais plutôt par le territoire. Donc on va parler de tout ça aujourd'hui. C'est le 3e résumé de bouquin que je publie ici sur ce nouveau podcast qui s'appelle Radio Sauvage, et c'est j'ai aussi publié 3 podcasts de la série 3, tout ce que je sais tout ce que je sais sur la vidéo, tout ce que je sais sur la narration, et si c'est pas encore publié, tout ce que je sais sur la voix. Et là je publie un 3e bouquin, et en fait j'ai envie d'avoir vos retours. Je vais voir ce qui se passe au niveau du nombre de vues, de likes, etc. pour savoir quel est le format que vous préférez. Je vais tester par la suite, ça va sortir un peu plus tard, 3 formats différents qui seront des formats un peu plus travaillés, des reportages, peut-être qu'il y aura des interviews, j'ai envie de mélanger des sons, des audios, des ambiances sonores, des musiques et des discussions avec vous. Donc si vous êtes dans les sciences en particulier, sciences humaines, sciences sociales, anthropologue, sociologue, si vous êtes étudiant ou que vous travaillez dans ces domaines-là, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez mettre un commentaire ou m'envoyer un mail à autodisciple@gmail.com. Peut-être qu'on fera une petite interview par Skype, par téléphone, et j'aimerais intégrer en fait des choses comme ça, des choses un peu originales dans les formats audio. Je vais essayer de produire 3 épisodes comme ça, différents de ce format un peu libre que je fais aujourd'hui, et on va essayer de travailler ensemble. Si vous n'êtes pas dans les sciences, mais que vous êtes genre un peu que vous avez une histoire folle à raconter, que vous avez un truc intéressant à partager, qui vous pensez pourrait faire l'objet d'un podcast intéressant, n'hésitez pas à me contacter aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez laisser un commentaire en me disant bah tiens, on va faire un truc. Tous les gens qui écoutent cet audio, laissez un commentaire là où vous l'écoutez en disant l'histoire la plus folle que vous avez vécue dans votre vie. L'histoire la plus folle que vous avez vécue dans votre vie en 3 ou 4 phrases. Et puis si c'est intéressant, si ça remonte par les likes, etc., bah peut-être que je vous contacterai, et puis on pourra faire un petit truc ensemble. En fait, le format que je vais tester dans le prochain podcast sera assez... je vais essayer de mélanger en fait différents thèmes, de partir dans différentes directions, et voilà, produire un truc assez intéressant narrativement. Bref, on reprend le résumé du livre Où en sommes-nous d'Emmanuel Todd. Les systèmes familiaux. Alors, c'est un livre super. Vous connaissez sûrement Emmanuel Todd déjà, hein. Moi c'est un intellectuel sûrement mon intellectuel préféré. Si vous êtes ici, vous l'avez peut-être déjà écouté ailleurs, dans des interviews, etc., dans des vidéos. Je vais essayer de parler ici des choses dont il parle pas forcément dans ses vidéos, dans ses interviews, parce que c'est un peu plus spécifique. On va essayer d'aller un peu plus loin dans des choses que vous avez sûrement pas déjà entendues ailleurs, chez lui. Les systèmes familiaux, par où commencer ? La première chose, donc c'est cette idée que nos valeurs intimes, qui se transmettent dans les systèmes politiques, sont très liées à nos valeurs familiales. Et Emmanuel Todd s'est fait beaucoup connaître, a acquis une légitimité, notamment parce qu'il a été capable, c'est un des rares, peut-être un des seuls à avoir prévu l'effondrement de l'URSS sur des données liées justement à l'anthropologie et à la démographie, c'est un démographe. Et ce qui est intéressant aussi dans le bouquin, c'est qu'il a cette approche quantitative et qu'il a une capacité de prédiction intéressante grâce à ça. Je trouve que c'est une des sciences humaines les plus
C'est intéressante justement la démographie parce qu'elle a un aspect prédictif, utile et vérifiable, testable, réfutable. Donc beaucoup plus intéressant d'un point de vue scientifique. Et donc il avait prévu l'effondrement de l'URSS sur quelques données, et de manière générale, en fait, ce qu'il a observé, c'est une correspondance sur les cartes assez folle entre les systèmes familiaux et les systèmes politiques durant le siècle dernier. Donc on a pris l'exemple de l'URSS, les systèmes communistes classiques, on va dire soviétiques, qu'on a vu apparaître au siècle dernier, correspondent en fait à des lieux dans lesquels il y a deux valeurs familiales importantes que sont l'égalité, évidemment, et aussi l'autorité. Comment se transmet la valeur égalitaire ? Je l'ai déjà dit, par l'héritage égal et une sorte d'égalité de statut entre les frères d'âge différents. Ou entre les frères et sœurs, parce que c'est aussi lié souvent des notions d'égalité homme-femme. Et à côté de ça, il y a donc la question de l'autorité, parce que les systèmes soviétiques communistes sont pas juste des systèmes égalitaires, hein, c'est aussi des systèmes très autoritaires, évidemment. Alors que par exemple en France, dans le bassin parisien, il peut y avoir des valeurs très égalitaires, mais en même temps très centrées sur la question de la liberté. On va en reparler. Et comment se transmet donc l'idée d'autorité dans les systèmes où sont apparus ce communisme dictatorial ? Ça a apparu avec des systèmes familiaux qui sont communautaires. Alors qu'est-ce que c'est qu'un système familial communautaire ? Il y a deux grands systèmes familiaux, enfin trois en fait, mais on va parler de deux systèmes qui sont le système communautaire et le système nucléaire. Alors, un système nucléaire, c'est un système dans lequel vous avez des enfants, quand votre enfant se marie, eh bien il part du foyer familial et il crée un nouveau foyer familial. Voilà, c'est tout. C'est le système familial commun en Occident. En Russie, dans d'autres endroits du monde, dans l'Inde du Nord, en Chine, en Iran, en Perse, dans ce que Todd appelle les centres civilisationnels anciens, il y a un autre système qui est communautaire dans lequel vous avez des enfants, quand votre enfant se marie, si c'est un homme en général, eh bien la femme va venir dans la famille, parfois ça va être l'inverse, l'homme va aller dans la famille de la femme, et ça reste comme ça, si bien qu'il y a sous un même toit de nombreuses familles, qui sont là de nombreuses générations qui cohabitent. Ça donne des systèmes familiaux communautaires, et ça mène à un attachement moindre à la liberté, à un respect plus grand de la hiérarchie, de l'inégalité et de l'autorité, et ça mêlé à des valeurs égalitaires, ça donne un communisme de type soviétique dictatorial de l'ex-URSS. Alors que si vous êtes du genre à vouloir, dès que vous êtes majeur, vouloir vous marier, fonder un nouveau foyer, et vous éloigner de vos parents, et que vos parents veulent vous mettre à la porte, vous êtes plutôt dans un système nucléaire. Et ça crée un plus grand attachement à l'idée d'indépendance, de liberté. Valeurs qu'on pourrait croire universelles, mais en réalité non, chez d'autres, les valeurs profondes, c'est plutôt la solidarité, c'est plutôt le groupe, la communauté, et l'ordre, l'autorité, la hiérarchie, etc. Ça, c'est deux grands types familiaux. Il y a un troisième type familial, en fait, en dehors de la question de la famille communautaire ou nucléaire, il y a un autre type familial qui est la famille souche. La famille souche, typiquement, c'est la famille allemande ou japonaise. C'est un type familial beaucoup plus autoritaire, dans lequel, en fait, il y aura une grande inégalité, et souvent ça va être uniquement l'aîné qui acquiert tout l'héritage. Et c'est autour de lui que se centre la famille, et les autres de la famille vont partir. Et l'aîné va rester. Ce qui fait qu'il y a une grande inégalité, un grand sentiment, une grande valeur d'autorité, et une grande valeur d'inégalité. C'est ce qui fait le lien entre les nations allemandes et japonaises, qui peut paraître assez étrange, parce que quel lien pourrait y avoir entre des Japonais et des Allemands, après tout. Ils sont pas liés génétiquement, culturellement, quoi. Pourtant, il y a eu un grand lien à une époque, même encore aujourd'hui, on peut trouver des points communs entre ces deux cultures-là. Et bien, selon Todd, c'est lié à ces systèmes familiaux, différents. Et les choses ont beaucoup plus de sens comme ça. En fait, ce que dit Todd, c'est que les systèmes familiaux créent des valeurs extrêmement marquées, extrêmement différentes. Et donc ce type familial, la famille souche, il crée beaucoup plus d'autorité, beaucoup plus de valeurs inégalitaires, et ça peut
permettre l'émergence de phénomènes comme le nazisme. Ce que dit aussi Todd, alors il le dit peut-être plus dans un livre précédent qui s'appelle Qui est Charlie, mais que je vais évoquer un peu ici, c'est ce que dit aussi Todd, c'est l'idée, en fait, l'émergence de ces systèmes politiques extrêmement, qui sont un peu des caricatures de valeurs familiales anciennes, elle correspond aussi souvent à la disparition des religions, à des vides religieux, à des vides existentiels que peuvent connaître les sociétés, par exemple. Juste avant l'émergence du nazisme, un des grands facteurs de changement dans la société allemande, c'est la disparition ou la négligence de la religion et du protestantisme. Idem en Russie, en fait, souvent la perte de valeurs religieuses, ou du catholicisme en France, ça mène à la politisation forte de ces valeurs religieuses qui ont tendance à disparaître, mais qui sont en fait aussi des valeurs familiales anciennes. Et c'est un des points importants en fait de la thèse de Todd, c'est que il n'est pas tellement question seulement de valeurs familiales, mais de valeurs qui se transmettent dans le territoire d'une manière assez folle. Je vais en reparler un peu après. D'abord, on va parler en fait de ces différents types familiaux. Donc j'ai parlé des types familiaux communautaires, nucléaires, souches, qui produisent des valeurs très différentes. C'est important de comprendre, à propos de ces systèmes familiaux, que ce ne sont pas des choses... ce sont pas des choses permanentes. C'est des choses qui évoluent. Toutes les familles allemandes ne sont pas souches. Toutes les familles françaises du bassin parisien ne sont pas égalitaires et nucléaires. C'est un peu plus complexe que ça, et c'est des choses qui évoluent avec le temps. Ce sont pas des concepts génétiques auxquels on ne peut pas échapper du tout. Ce sont des choses qui changent, lentement, mais sûrement. Et qui s'adaptent en fait à des conditions géographiques, culturelles, à des disponibilités des ressources, par exemple. Je pense, par exemple, il y a des types familiaux polygames, polyandres, où une femme va être avec plusieurs hommes. C'est des choses qui existent, c'est lié à des conditions d'accès aux ressources particulières. Par exemple, pour parler encore de choses un peu précises sur les systèmes familiaux, parce que je dis ça parce que souvent ces concepts en fait de systèmes familiaux peuvent donner l'impression d'un certain peut-être racisme de la pensée de Todd, d'une certaine idée de séparation des peuples en fait que pourrait expliquer Emmanuel Todd, parce qu'en fait une des grandes croyances qu'on pouvait avoir il y a quelques années, c'est que le marché libre, l'union, la mondialisation du monde devrait entraîner une grande convergence des gens autour de quelques valeurs communes, en l'occurrence des valeurs occidentales, même si c'est pas forcément conscient, des valeurs d'égalité, des valeurs de liberté, ou en tout cas des valeurs d'indifférence à l'égalité. Et en fait c'est pas tellement ce qui s'est passé, c'est même au contraire, ce qu'on voit c'est plutôt une divergence, et Todd explique cette divergence, et explique qu'à l'échelle du monde, et même à l'échelle de l'Union Européenne, on doit pas s'attendre à autre chose qu'une grande divergence entre les valeurs familiales. Je bois un petit café, attendez. Et donc ces valeurs familiales, elles peuvent changer, mais elles ont tendance à rester à l'intérieur du territoire, même quand les systèmes familiaux ne sont plus présents, quand les familles... L'exemple, en fait, russe est intéressant, parce qu'en fait, il y avait dans les familles russes un système égalitaire et autoritaire communautaire, mais le moment où le communisme est apparu avec sa forme très autoritaire de l'URSS, c'est le moment où les agriculteurs se sont déplacés et ont vu leurs systèmes familiaux s'éclater. Et ils ont dû se nucléariser parce que les gens ont dû travailler dans les usines, dans les villes, où n'avaient plus de systèmes familiaux stables. Et donc en fait l'État, la politique, a dû remplacer ce système familial et les valeurs familiales nouvelles, les valeurs familiales anciennes qui étaient abattues. De la même manière, si vous êtes un enfant d'immigré, que vous êtes né dans un nouveau système, dans un territoire où il y a un système familial différent de celui de votre famille, vous allez plutôt avoir tendance à adhérer aux valeurs familiales, aux valeurs de votre territoire. Si vous êtes issu de l'immigration, du Moyen-Orient par exemple, de la Chine, de je ne sais où, et que vous êtes en France, dans le bassin parisien, il y a peu de chances que vous ayez vraiment des valeurs communautaires, autoritaires, inégalitaires. Il y a très peu de chances, même si c'est les valeurs dans lesquelles votre famille vous a évolué. Il y a de très grandes chances que, étant né en France et ayant grandi en France, vous ayez plutôt les valeurs classiques de liberté, d'égalité.
qui correspondent en fait à un autre type familial, qui est le type de famille du bassin parisien français. Parce qu'en fait, c'est par là, les valeurs familiales qui correspondent aux familles, en fait, se transmettent pas forcément par là. Et il y a un truc qui est pas forcément expliqué par Todd, qu'il ne prétend pas forcément comprendre, qui fait que ces valeurs familiales restent, elles hantent entre guillemets le territoire, un territoire particulier. Et la France est particulière parce qu'il y a à l'intérieur du territoire français des systèmes familiaux très différents. Donc je disais le système familial égalitaire, nucléaire dans le bassin parisien, puis dans le sud-ouest par exemple, un système beaucoup plus souche, si je dis pas de bêtises, en tout cas plus autoritaire et plus inégalitaire. Et en fait ce que dit Emmanuel Todd, c'est que ça fait en fait la particularité de la France qui a dans son centre en fait des valeurs très républicaines, égalitaires, libertaires, qui crée un système politique particulier, mais en même temps il y a des valeurs égalitaires, libertaires qu'on peut trouver facilement en Espagne, en Italie, mais en même temps l'union avec des systèmes un peu plus souches et qui sont un peu plus productifs, plus travailleurs, et qui permettent à la France d'avoir différentes valeurs et d'être ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni l'Espagne, mais d'être dans un entre-deux à l'intérieur de l'Europe. Alors que des systèmes peut-être plus souches, comme ceux qu'on trouve en Allemagne, vont être plus inégalitaires, plus autoritaires, plus productifs aussi à l'échelle économique, mais peut-être moins créatifs, moins innovateurs que vont l'être des territoires comme les territoires français. Enfin bon, là on va dans des détails. Ce qui est intéressant sur les systèmes, je parle d'égalitarisme, il faut savoir qu'il n'y a pas juste l'égalitarisme ou l'inégalitarisme, il y a un autre aspect qui est celui de l'Angleterre et des États-Unis. En fait, en Angleterre aux États-Unis, il y a en fait une indifférence à la notion d'égalité. Il n'y a pas une volonté de hiérarchisation des humains, mais par contre, il y a une relative indifférence. On se fiche de la question d'égalité en Angleterre et aux États-Unis parce que ça correspond aussi aux systèmes familiaux. En fait, ce que dit Todd, ce qui est intéressant, c'est que les systèmes vraiment égalitaires et nucléaires sont permis par des systèmes anciens, étatiques, de gestion de la société, donc en l'occurrence l'Empire romain en fait, qui a permis par l'étatisme d'adhérer à ces valeurs égalitaires et libertaires en même temps, donc de répartition égale de l'héritage et en même temps de la création de nouveaux foyers librement très tôt, la création de nouveaux foyers à chaque fois. Ça c'est permis par l'État, par une gestion étatique qui font que c'est un système qu'on ne trouve pas forcément à travers le monde facilement. Ce qui est intéressant en fait, un point qui moi m'a vraiment marqué dans la pensée d'Emmanuel Todd, c'est l'idée de la complexité, de la primitivité des systèmes familiaux, et en particulier l'idée que les systèmes familiaux occidentaux, malgré ce qu'on pourrait croire, sont parmi les plus primitifs. En fait, cette idée en fait de famille, non pas égalitaire, mais de famille nucléaire, dans laquelle vous avez vos parents, puis un jour vous vous mariez, vous partez, vous fondez un nouveau foyer, et puis l'histoire se répète comme ça infiniment. Ce système familial là, en fait, est extrêmement simple. Et on le retrouve chez peu de gens à travers le monde. Je crois qu'on le trouve donc en Angleterre, en Amérique, en France, et donc en Europe de l'Ouest et du Nord, et je crois un petit peu en Indonésie, et chez les tribus de chasseurs-cueilleurs. Alors comment ça se fait ? Ce que dit Todd, c'est que ce système familial est le plus simple, le plus naturel, celui avec lequel les hommes évoluent naturellement. Et parce que voilà, c'est le plus simple à maintenir. Et en fait, parfois, il y a des peuples sur certains territoires qui sont restés pendant longtemps, qui ont complexifié ce système et qui ont donné autre chose. Des familles polygames, des familles communautaires, des familles souches. Et ces autres types familiaux sont en fait des évolutions, des complexifications de ce système initial simple. Alors pourquoi est-ce que il y a un point commun entre les systèmes familiaux des chasseurs-cueilleurs et les Européens du Nord, de l'Ouest et les Asiatiques de l'extrême Est-Sud ? Pourquoi ? Comment ça se fait ? Et peut-être des Amérindiens anciens.
Comment ça se fait ? Tout simplement parce que ce sont les gens les plus loin des centres civilisationnels. En fait, quand un peuple est sur un territoire depuis peu de temps, il va être primitif, simple du point de vue de la famille. Il sera peu sophistiqué, peu complexifié du point de vue de la famille, puisqu'il vient d'arriver, entre guillemets, sur le territoire à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Alors qu'un peuple qui est là où il est depuis tout le temps, les gens en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient, en Inde du Nord et en Chine, en Russie en partie, qui sont là où ils sont depuis longtemps, eh bien, ils ont eu le temps de faire quelque chose d'un peu plus évolué, entre guillemets, d'un peu plus avancé et complexe. Donc quelque chose qui va être plus inégalitaire, plus autoritaire, plus difficile à créer quand on vient d'arriver quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il y a un point commun entre les valeurs primitives des chasseurs-cueilleurs et les valeurs des occidentaux modernes, disons. C'est lié à cette notion de nucléarité, parce que quand vous êtes sur un territoire et que vous voulez vous répartir sur celui-ci, eh bien c'est plus simple de créer de nouveaux foyers à chaque fois que vous vous mariez, à chaque fois que vous avez un compagnon et que vous faites des enfants, plutôt que de réunir plein de générations différentes avec des relations sociales complexes sous un même toit, sous un même foyer. Parce que ça demande une certaine organisation, un certain ordre qui implique plus d'autorité, plus de valeurs autoritaires, plus de valeurs inégalitaires pour que ça tienne, pour que ce soit pas trop chaotique. Alors que si vous fondez une nouvelle famille à chaque fois, un nouveau foyer, c'est beaucoup plus simple à gérer. Et Todd, en fait, il explique ça, et donc il explique cette primitivité qu'on voit en particulier dans le monde états-unien, et ce point commun avec les peuples plus anciens de chasseurs-cueilleurs. Il l'explique aussi à travers donc les valeurs. Il y a beaucoup de valeurs communes en fait. Par exemple, une des valeurs communes anthropologiquement, c'est le peu de condamnation. Enfin, de manière générale, la désacralisation de la vie humaine et de la fertilité, de la nativité. Par exemple, ça passe par le peu de condamnation qu'on trouve de l'homosexualité, par exemple, chez des peuples plus tribaux de chasseurs-cueilleurs, et qu'on retrouve aussi, qu'on voit renaître, apparaître aussi en Occident. Ce n'est pas c'est quelque chose d'assez logique, anthropologiquement, d'assez naturel d'en avoir à peu près rien à faire que les hommes couchent avec des hommes, ou que les femmes couchent avec des femmes. Et de la même manière, l'idée d'avoir de tolérer des choses comme l'euthanasie, la mort des personnes plus âgées, le fait de laisser mourir les personnes plus âgées, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez les tribus plus anciennes et qui réapparaît, qui se développe aussi dans le monde occidental. De la même manière, le rapport à la mortalité infantile ou l'avortement en quelque sorte, c'est des choses qui sont naturelles en Occident et qui sont communes en fait entre ces peuples dits primitifs, moins complexes dans leurs systèmes familiaux et les systèmes familiaux occidentaux. Et il y a plein de points communs comme ça en fait qu'on peut retrouver et qui tendent à démontrer une forme de simplicité des systèmes familiaux occidentaux. Et donc à l'inverse, les autres systèmes familiaux, africains, chinois, indiens du Nord et russes, eux, sont plus complexes. Ils sont plus complexes de plein de manières différentes. C'est un peu lié en fait, si vous voulez. Ça me fait penser à ça, c'est pas Todd qui le dit, mais moi ça me fait penser à la question de la langue en fait, des langues humaines. Enfin peut-être que c'est Todd qui le dit d'ailleurs. Les langues les plus complexes, elles se trouvent pas ni en Europe du Nord ou de l'Ouest, ni en Asie de l'extrême Est, l'extrême Orient, justement pour la même raison en fait, parce qu'elles viennent d'arriver sur un territoire, elles sont beaucoup moins stables et sont beaucoup moins liées à des peuples qui sont restés quelque part pendant très longtemps. Quand je dis les langues complexes, je veux dire au niveau sonore, les langues qui ont des sons genre des trucs comme ça, qui ont plein de sons différents, eh bien elles ont tendance à être plutôt en Afrique centrale, là où les gens sont depuis très très longtemps. Les valeurs familiales plus complexifiées dont je parle, c'est le fait qu'à l'intérieur d'une famille plus communautaire, il faut qu'il y ait des relations hiérarchiques plus importantes et qu'il y ait un respect de l'autorité plus important. Et c'est permis par le temps, un bon exemple en fait de ça, pour comprendre en quoi des systèmes
pense habituellement en Occident plus primitifs sont en fait plus complexes. Un bon exemple, c'est la polygamie. Dans plusieurs pays africains, la polygamie est quelque chose qui existe, qui est plus normal. Et certains ont tendance à croire en Occident que c'est un système primitif, que c'est quelque chose qui a toujours été comme ça, et puis les Occidentaux ou les gens des autres peuples qui ne sont pas polygames en sont sortis. Ils sont sortis de la polygamie. C'est absolument faux. En fait, la polygamie, c'est une invention qui n'est pas possible pour un peuple de chasseurs-cueilleurs qui se déplace à travers le monde, ou pour des gens qui viennent d'arriver sur un territoire, parce que c'est compliqué tout simplement, parce que si vous êtes dans une société où il y a des hommes qui ont plusieurs femmes, eh bien forcément ça laisse beaucoup d'hommes célibataires, et ça peut être compliqué à gérer dans une société, ça peut peut-être les rendre violents, je sais pas, et c'est un type de société qui serait assez peu stable. Comment est-ce que ça fonctionne la polygamie dans certains pays africains ? En fait, c'est un système complexe qui ne se met pas en place rapidement. C'est un système complexe parce que, en vérité, la manière dont ça fonctionne pour créer des sociétés à peu près stables, c'est qu'il y a un homme âgé qui va se marier avec plusieurs femmes plus jeunes que lui, et il y aura de nouvelles femmes régulièrement qui vont arriver jusqu'à ce qu'il meure. Et quand il est mort, c'est son petit frère qui devient le mari de toutes les femmes qu'il a épousées. Et quand il meurt à son tour, eh bien, c'est son petit frère qui redevient le mari des femmes que son grand frère aura épousées, et puis il pourra épouser d'autres femmes plus jeunes. Et en fait, ce système-là, donc, il permet d'avoir la polygamie sur un territoire de manière un peu plus stable sur le long terme, pour créer des sociétés à peu près apaisées. Et ce système-là, il n'est pas possible dans une société qui n'échange pas des familles depuis longtemps sur un même territoire. Il n'est possible que dans le monde où les hommes sont présents depuis longtemps. De la même manière, les systèmes inégalitaires forts, autoritaires forts, c'est pas possible pour un peuple qui vient d'arriver sur un territoire, et ça complexifie en fait les relations entre les humains, ça complexifie les relations d'autorité aussi. Je pense à des pays dans lesquels il y a des langues où il y a des marques d'autorité beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, beaucoup plus nombreuses, qu'on pourrait pas retrouver en fait ni chez des chasseurs-cueilleurs, ni dans des pays occidentaux ou des pays éloignés en fait des centres de civilisation, dans lesquels on peut inclure. Il y a des systèmes un peu plus nucléaires aussi, par exemple en Inde du Sud, et je crois en Indonésie, dans des pays d'extrême Asie aussi, qui sont plus loin de ces centres de civilisation, parce que ces centres de civilisation, pour Emmanuel Todd, ce sont le nord de l'Inde, la Chine, une partie de la Russie, la Perse, une partie du Moyen-Orient, là où en fait on voit des villes depuis très longtemps, des cités depuis très longtemps. Et une particulière en fait de ces systèmes-là, c'est qu'ils vont vers plus d'autorité, vers plus d'inégalité, et aussi ils ont une particularité qui peut paraître assez étonnante, qui est l'abaissement progressif du statut des femmes. On peut croire aussi que l'évolution naturelle des humains, c'est aller vers plus d'égalité, et qu'à la base, les femmes sont incroyablement soumises aux hommes dans un état préhistorique naturel. C'est assez faux en fait, ça correspond pas tellement à la réalité. Il semblerait que la domination, le patriarcat, la domination de plus en plus forte des femmes par les hommes, c'est plutôt une évolution des sociétés stables, c'est plutôt le résultat d'une complexification et pas l'inverse. C'est une complexification qui a été possible dans certains de ces centres en fait civilisationnels anciens. Et après, Todd parle aussi de la question de l'élévation du statut des femmes à travers le monde, parce qu'elles étudient plus, mieux, et donc elles ont tendance dans un monde de plus en plus tertiarisé à avoir un meilleur statut, à gagner mieux leur vie, un meilleur statut économique. Et ce qu'il dit en fait Todd, c'est que ça devrait un peu tout chambouler en fait à l'échelle du monde, parce que ce qu'il dit, c'est qu'on n'a jamais vu en fait à l'échelle de l'humanité des sociétés dans lesquelles les femmes ont un statut supérieur aux hommes, et il dit que ça devrait, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui, et il dit que dans quelques siècles, quelques années, je sais pas, ça devrait absolument tout changer anthropologiquement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment imaginer, dont on ne peut pas vraiment prévoir les effets sur la société sur le long terme. Et en fait, l'idée de Todd, c'est que les sociétés
divergent toutes du point de vue des valeurs. Et c'est vrai à l'échelle du monde, c'est vrai aussi à l'échelle de l'Union Européenne, par exemple. Il y avait une grande idée qu'on avait il y a quelques années, qui était que le marché mondial, la libéralisation, la mondialisation, elle crée une convergence des sociétés, des valeurs, donc autour de valeurs plutôt d'égalité et de liberté, en fait, qui sont de fait des valeurs plutôt occidentales. Et il y avait cette idée qu'on convergerait toutes les sociétés vers ces valeurs universelles. Et il y a beaucoup de gens encore qui croient à ça. On va tous vers plus d'égalité, plus de libéralité, etc., etc. Plus de féminisme aussi. Et il semblerait que ce soit pas le cas, en fait. Il semblerait que le libre commerce entre les individus accentue les divergences qu'il peut y avoir entre les différentes civilisations, entre guillemets, entre les différents territoires avec des systèmes familiaux particuliers. C'est-à-dire que, par exemple en Europe, si vous mettez ensemble sur le même territoire, sur la même union politique des Allemands, des Français, des Grecs et des Italiens, eh bien, ils vont pas tous se réunir autour des valeurs allemandes ou des valeurs françaises, au contraire. Leurs particularités, leurs valeurs vont s'accentuer. De la même manière, à l'échelle du monde, dans la mondialisation, les sociétés qui ont des valeurs plus autoritaires, plus inégalitaires, eh bien, vont voir ces valeurs attaquées, violées, et ils vont vouloir se refermer pour créer leur propre espace culturel, leur espace de valeurs particulières, en opposition aux valeurs qu'on essaye de leur imposer. Et c'est pour ça qu'il y a des blocs qui apparaissent. Ce sont des blocs autour de ces valeurs familiales fondamentales. Voilà un peu les différentes idées que j'ai apprises moi dans le livre d'Emmanuel Todd. C'est une lecture que je vous conseille vivement, c'est un résumé de tout son travail pendant sa vie autour de l'anthropologie, de la démographie. J'ai essayé de résumer ces idées lui il les justifie très bien à travers la cartographie dans son livre. J'imagine qu'il y a des gens qui vont pas être d'accord, qui vont peut-être être un peu énervés par des choses que j'ai pu partager ici, mais je vous invite à vous renseigner davantage avant d'avoir une opinion ferme sur ce sujet, parce que c'est un sujet extrêmement complexe et profond, qui mérite qu'on s'y attarde. Et c'est intéressant parce que ça permet de se décentrer par rapport à ses propres valeurs. Voilà, par exemple, d'égalitarisme, des valeurs universelles, de liberté, etc. Ça permet de se décentrer, de comprendre que ces valeurs peuvent être finalement des valeurs particulières, des valeurs familiales, et donc en fait des valeurs ethniques. Et dont on n'a absolument pas conscience du caractère particulier, ethnique et familial, dont on pense que c'est juste des valeurs que tout le monde a et auxquelles tout le monde adhère, ce qui en fait est faux en fait. Et on peut tomber par aveuglement, par rapport à l'origine de ces valeurs-là, on peut tomber dans une forme d'universalisme impérial, colonialiste, en voulant imposer à tout le monde nos valeurs qui ne correspondent finalement qu'à un territoire, une famille et une ethnie particulière. Mais il faut bien comprendre que ces valeurs familiales, contrairement à ce que certains pourraient croire en résumant le travail de Todd, ce sont pas des valeurs qui ne changent pas, qui sont totalement statiques dans le temps, au contraire, ce sont des valeurs qui évoluent. Dans un pays, il n'y a pas un seul type familial, il n'y a jamais un seul type familial. Même en Allemagne, toutes les familles ne sont pas des familles de type souche, c'est un peu plus complexe que ça. Et il y a des types familiaux qui évoluent et qui se répandent plus que les autres en raison du contexte géographique, de l'espace disponible, des ressources et de différentes choses comme ça. Ça peut être lié aussi à l'État, on le disait tout à l'heure, et ça peut être lié à voilà, simplement au contexte culturel. Donc voilà à peu près tout ce que je voulais dire. Il y aurait plein de choses à dire dans le détail de ce bouquin. Je vous invite vivement à le lire si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'infos sur ce sujet-là. Je pourrais résumer d'autres livres d'Emmanuel Todd si ça vous intéresse. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Salut!